En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Comme hier, il y avait des brocolis hier. Ouais, moi c'était un petit. C'est de la petite. Brocoli. Brocoli. Ah, gros. Ah, j'ai pris les brocolis. Il a envie de manger du brocoli. Qu'est-ce que vous faites avec les brocolis? Et l'interview peut commencer. J'ai commencé en école de musique, à Genasse, là où j'habite maintenant, et où j'ai quasiment toujours habité, avec un prof qui faisait clarinette, saxophone, accordéon. Et comme dans l'orchestre d'harmonie du village, j'avais besoin d'un soprano, j'ai commencé au soprano en fait. Mon premier sax, c'est le soprano pendant les 3 premières années. C'est un super souvenir parce que le gars faisait du bal, du jazz, du classique quand il y avait besoin, un peu de tout, et du coup comme j'étais un élève motivé, il m'arrangeait plein de trucs et on jouait lui plutôt à la clarinette et moi plutôt au soprano pour faire des duos. Et c'est comme ça que j'ai joué du Rossini, des ragtime, enfin un peu tout et n'importe quoi. Mais culturellement c'est un truc qui m'a vraiment marqué par la suite en termes de diversité. Après j'ai eu le parcours standard. Voilà, une rencontre, puis on me fait rentrer au conservatoire de Lyon, Serge Bichon, puis conservatoire de Paris, Claude Delangle. Là-haut je découvre plein de trucs, donc après la classe de saxophone, je rentre en composition, en analyse, en histoire de la musique, histoire d'ouvrir un peu. Et puis très tôt, à 24 ans, je décroche le poste de Lyon, en tant que professeur de saxophone, là où j'enseigne toujours. Donc ça c'est gros coup de bol, hein, on était plusieurs, il y avait sans doute des gens plus compétents que moi, mais j'ai toujours eu de la chance dans mon parcours, vraiment toujours. Donc je décroche ce poste, du coup j'arrête notamment la direction d'orchestre, j'arrête un peu le sport, et puis rétrospectivement je dirais je me laisse un peu manger par ça. L'ego, voilà, la reconnaissance, donc sympa, bon bref. Et puis 1 an après, Claude m'appelle pour devenir assistant au CNSM de Paris. Donc pareil, un truc qui se refuse pas, et puis qui me conforte dans le fait que je suis destiné à être un professeur de saxophone classique. Et puis ben voilà, le passé après, je fais toute ma carrière là-dessus, grâce à ces deux titres qui visiblement sont importants pour les gens à l'extérieur. Je suis invité, beaucoup à l'étranger, et de là je commence une carrière de saxophoniste, alors soliste, exclusivement avec piano ou avec orchestre, ou solo avec électronique. Je pars à l'étranger quasi tous les mois, pendant 10-20 ans. Et je fais ces deux choses-là, tout en composant, mais en faisant beaucoup de transcriptions. Parce que pareil, en tout début de carrière, je sors un disque Mendelssohn Grieg, et puis de là, je suis marqué au fer rouge comme étant Monsieur Transcription. Et les gens m'invitent là-dessus, et bah voilà, c'est mon fonds de commerce, donc on en reparlera, mais est-ce qu'il faut suivre ce vers quoi les gens vous poussent? Pas sûr. Et puis ben voilà, aujourd'hui on va en parler. Le présent, c'est j'ai 50 ballets. Il y a eu le Covid, donc il y a eu 2 ans pour réfléchir. Il y a eu des petites choses personnelles de santé dans la famille proche qui font qu'il a fallu prendre des décisions et faire des choix. Et le présent, c'est que j'arrête ma carrière de saxophoniste de scène. C'est-à-dire que depuis 2 ans, j'ai annulé et refusé toutes les propositions de concerts et de masterclass. Donc j'arrête de voyager, ce qui est super pour mon empreinte carbone. Elle est bonne, et la pollution, c'est pas bon, le tri sélectif, c'est mon Et puis, donc je me consacre à la fois, enfin, comme d'habitude, je garde ma classe au Conservatoire de Lyon, ça change pas. Ça reste ma passion et ma vie. Et puis, je me consacre à la composition. Mais, eh bien, vous ne me verrez plus sur scène et vous ne me verrez plus en masterclass. Donc j'avais le choix, en fait, entre arrêter la pédagogie ou alors partir sur les scènes. Et à mon âge avancé, non, en fait, j'ai fait l'autre choix. Avec le Covid, je me dis que j'ai bien fait, parce que sinon, là, je serais dans la mouise actuellement. Mais c'était vraiment un choix de vie. Après, artistiquement, je me suis dit aussi que
j'étais pas prêt à retravailler mon biniou 6 heures par jour, à faire beaucoup de créations, etc. J'avais envie de m'axer plus sur ma musique, ce que je faisais déjà. Hein. Donc ça c'était un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que j'ai noté que les étudiants, la jeune génération de saxophonistes jouaient merveilleusement bien, honnêtement. Il y a des gens qui sont vraiment monstrueux, qui sont extrêmement brillants, mais que ce qui manquait au niveau du saxophone, c'était du répertoire. Donc je me suis dit, si je veux rendre service, je vais essayer d'écrire, de continuer d'écrire. Je n'ai pas dit que ça fera des belles choses qui resteront gravées dans le marbre, mais en tout cas j'aurais essayé. Alors les projets, il y a 2 grands axes, je dirais. Il y a un axe qui est vraiment pédagogique, avec la classe au Conservatoire de Lyon, et puis il y a l'axe du compositeur, des commandes que j'ai, des projets que j'ai personnels. Alors en ce qui concerne la pédagogie, là il me reste, j'ai 50 ballets, donc il me reste un peu plus de 10 ans à faire, et il faut que je relance la classe en fait. C'est une classe qui a vraiment très bien fonctionné. On a formé, on a fait le bilan récemment, les 25 ans. On a formé 160 gars qui sont pros maintenant. Ça représente 25 pays, plus de 80, donc plus de la moitié d'étrangers. Et puis là, à cause du Covid, les étrangers ça va être compliqué, donc j'ai beaucoup moins de touches, on va dire, beaucoup moins de clients. Comme j'arrête ma carrière internationale, évidemment je vais rencontrer moins de monde, donc fatalement les gens vont moins venir à moi aussi, parce qu'ils vont moins me connaître tout simplement. Et puis c'est vrai qu'à Lyon on souffre du fait que on n'a pas développé la licence et le master. Il n'y a pas de pôle supérieur en Rhône-Alpes par rapport au reste de la France et par rapport aux autres pays. Donc du coup, on risque d'avoir, notamment à la rentrée prochaine, un déficit. Donc il faut vraiment que j'utilise ces 10 prochaines années pour remonter une classe solide. Elle l'est déjà, hein, mais sur les acquis, j'allais dire, et il vaut mieux anticiper. Donc j'ai du taf avec une super équipe, Anastasia Masset, anciennement Volobieva, qui est russe, et puis José Carlos, qui est espagnol, et qui travaille avec moi, Nadia au piano. Donc on a vraiment une super équipe qui est prête à accueillir les gens et à faire un gros boulot, des tout petits jusqu'en haut. Donc ça c'est pour la prochaine décennie, il y a du taf à ce niveau-là. Et puis en tant que compositeur, j'ai beaucoup de choses qui étaient commencées, qu'il faut que je finisse. J'ai quelques commandes, j'en ai 3 actuellement, donc je suis pris jusqu'en 2022. Et puis l'objectif ce sera évidemment de me servir de saxophone comme tremplin parce que ça fonctionne, mais aussi d'en sortir, de l'acoquiner aux autres instruments, et puis ça commence. J'ai eu une belle sur The Dark Side, qui est une pièce pour quatuor de saxophone et improvisateur. J'ai eu un beau contact avec le quatuor de Debussy qui voudrait en faire une version pour quatuor à cordes et improvisateur. Et ça a déclenché des choses, des opportunités, c'est vrai. Donc à voir pour la suite des événements. Je joue Yanagisawa, comme chacun sait. C'est une marque que je joue depuis 1997. Mon premier sax, c'était un Selmer, un Mark VI soprano. J'avais cassé ma tirelire. Et puis, j'étais déjà enseignant au conservatoire quand je cherchais un autre son, quelque chose de plus brillant, plus japonais, on va dire. Et puis un autre rapport à l'intonation aussi, une manière de corriger, parce que tous les sax sont faux, hein, mais une manière de corriger qui soit plus dans la lignée de ce que j'aime faire au niveau de l'embouchure, c'est beaucoup travailler le son, hein, en dessous, mais aussi en dessus, et le Yanagisawa me permet vraiment ça. Avec une finition argent massif, pour avoir du corps, parce que j'ai quand même tendance à souffler un peu comme un bœuf, donc il me faut de la résistance. Ensuite, alors Beck, ça change vraiment, hein. J'ai très longtemps été fidèle au A28, je l'ai encore rejoué hier soir, je pense que c'est mon Beck, ça reste mon Beck le A28, avec des aigus qui sont ouverts, et puis un son qui est vraiment très généreux, mais force est d'avouer que c'est un Beck qui est très exigeant au niveau des hanches
et du travail, et que je bosse plus 8 heures par jour. Donc en ce moment, je suis sur un concept Selmer qui marche très très bien, qui est un bec, je dirais, facile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci d'émission, il n'y a pas de souci de pureté de son. Bon, pour mon jeu, c'est un bec dans lequel je suis clairement trop à l'étroit en termes d'ouverture. Mais c'est un bec efficace qui fait que je peux donner des exemples aux étudiants qui soient pas trop mauvais. Ma ligature, bien sûr, c'est BG, produit local, régional. Merci Franck Bichon. Donc ça, c'est une ligature que je pense que je garderai longtemps, qui a une finition horrifiée pour du brillant. Hier encore, j'essayais l'or rose qui donne une autre couleur, un vrai changement de couleur. C'est pas du détail. Mais celle-ci vibre bien, dans un beau son et puis belle articulation. Mes anges, c'est des D'Addario 3+. 3 quand j'ai pas travaillé depuis longtemps. 3+, D'Addario, alors pareil, j'ai longtemps joué Van Doren, mais avec le A28, c'est très paradoxal cette histoire. Avec le bec Van Doren A28, je trouve que les D'Addario 3+, étaient la force idéale. Et malheureusement, Van Doren fait du 3 et du 3,5, mais pas au milieu. Donc du coup, j'avais switché pour... ça fait bien en anglais, hein, j'avais switché pour D'Addario et je suis resté fidèle parce que c'est des anges qui sont très très régulières. Et puis j'aime bien cette consistance un peu fibreuse au début, qui me rappelle les glottins quand j'étais plus jeune. Voilà, les cordelières ça varie, là c'est une magnifique BG. Voilà, que te dire d'autre? C'est mon matériel et je joue quasiment le même matériel au soprano, sauf le bec. Où au soprano je joue un bec Yanagisawa, un SC 120, qui est pour le coup là qui est vraiment mon bec au soprano. Ça c'est vraiment, on sent quand on a trouvé quelque chose, qui me permet notamment d'avoir des graves sans forcer, ce qui sur les becs classiques est assez rare en fait, d'avoir des becs où comme en jazz je peux attaquer dans du beurre pianissimo sans mettre 15 tonnes de pression au millimètre carré, et ça c'est super confortable. Voilà. L'anecdote, c'est un jour j'allais jouer à Musique Aînée, Pays Basque espagnol, sur l'invitation de feu Éric de Vallon à l'époque. Et donc le matin, je pars pour prendre l'avion. Bon, je me réveille tôt, je prends ma double boîte, soprano alto, que je mets sur mon dos, sauf qu'elle était ouverte. Et donc je vois, mais je revois encore mon soprano et mon alto dans mon salon, bam, faire un magnifique vol plané. Et donc se rétablit lamentablement. C'était, mis à part celui-là, mais c'est les deux sax que je jouais toujours, parce que JS Music les avait entièrement réparés et j'ai continué de les jouer pendant 15 ans. Bref, et donc je passe un coup de fil à Eric qui me dit bah, pas de problème, il y aura des sax pour toi pour le concert du soir. Donc je fais ma masterclass et au concert du soir, je me retrouve avec deux magnifiques séries 3, Selmer. Et voilà, et l'anecdote c'est qu'à l'époque je jouais un programme air d'opéra, donc vraiment de la mélodie, donc son, intonation quoi, la mélodie accompagnée. Et ben c'est la leçon, c'est qu'il faut être souple, hein, parce que quand on a l'habitude de ces quelques doigtés de correction, ou en tout cas de ces sensations avec un Yanagisawa, argent massif, et qu'on se retrouve en concert avec piano, quand on sait l'exigence que demande la sonate avec piano en classique au niveau intonation, placement, émission, couleur, etc. Qu'on se retrouve avec deux bignous qu'on connaît pas du tout, qui sont pas sa marque, etc. Ben, c'était un peu chaud les marrons. Voilà. J'ai un conseil qui est très bateau, mais rétrospectivement, il faudrait le prendre au pied de la lettre, c'est d'écouter son instinct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit au début de l'interview, je sais pas dans quel sens tu vas monter, mais que j'avais été un peu mangé par le poste de Lyon. Et en fait, j'avais 24 ans, et rétrospectivement, je pense que j'aurais dû faire le choix de faire de la scène. Alors après, il faut des, on va dire, cojones, comme ça passera mieux, mais voilà, quand on est jeune et qu'on a un beau poste, une belle carrière professionnelle, sécurisée, qui s'ouvre, il faut en avoir pour partir sur les routes. Mais en fait, je pense qu'artistiquement, mon aspiration première, c'était de faire de la scène. Et je dirais même mieux, mon aspiration première, c'était sans doute de diriger. De faire de la... Quand je suis rentré au CNSM en composition, en fait, je présentais les deux concours, composition et direction d'orchestre.
Et comme j'ai été pris en composition et que j'avais le poste de Lyon, j'ai dit ça fera trop, donc je suis même pas allé au concours de direction d'orchestre. Mais fondamentalement, je pense que c'est ce que j'aurais voulu faire. Donc, suivre son instinct, ne pas hésiter. Vraiment, quand on est jeune, quand on a 20 berges, c'est open bar, quoi. Il y a toute la vie devant soi, donc il faut le faire. Et puis la deuxième chose qui conforte aussi cette idée de suivre son instinct, là j'en parle en tant que compositeur aujourd'hui. J'ai été biberonné à la musique de l'IRCAM, on va dire, hein, en tant que étudiant au CNSM, Paris. Quand on est dans ce créneau-là, forcément, on écrit complexe, etc. Et puis on a un peu honte quand ça dissonne. Et rétrospectivement, maintenant à 50 ballets, je me dis, objectivement, je mets jamais du Boulez ou du Stockhausen sur ma chaîne hi-fi à la maison, dans mon canapé, ni dans ma voiture, voilà. Et donc il faut suivre son instinct, ça veut dire aussi être en accord avec les musiques qu'on aime, et écrire et jouer les musiques qu'on aimerait entendre. Et maintenant, j'ai un âge avancé, qui sent le sapin, je peux me permettre ce luxe, et surtout j'ai envie de me permettre ce luxe. Donc, si j'ai envie d'écrire un accord de do majeur, je l'écris sans me dire l'intelligentsia a trouvé que c'est un peu cucu et que tout a été fait. C'est pas vrai d'une part, et puis, quand bien même ce serait vrai, c'est-à-dire que c'est pas de l'avant-garde, si c'est ce que j'aime, il faut être honnête avec soi-même. Donc le meilleur conseil, c'est essayer d'être objectif, bien sûr s'ouvrir à tout, pas partir à la facilité, s'enrichir de tout ce qui peut se faire de différent et de merveilleux et plein d'énergie, mais vraiment être en accord avec soi-même sur ce qu'on sait. Donc pour résumer, jouer ou écrire ou improviser la musique qu'on aime entendre. C'est ça mon conseil.